On attaque d'ailleurs le rapport cette année par un constat un peu ambigu. D'un côté, la crise économique et financière en Europe et plus largement dans le monde développé a mis l'environnement et le développement durable vraiment de côté. Et aujourd'hui, il est malvenu au fond dans le débat européen, français, américain, de parler du changement climatique, de la préservation de la biodiversité ou tout simplement même du long terme. Et en même temps, il y a eu au fond une avancée quand même, et notamment une avancée grâce à l'Europe, dans la négociation sur le changement climatique en décembre à Durban, de façon un peu inattendue. Alors cette ambiguïté, je crois qu'elle met au cœur de cette question du développement durable la question du développement européen. Ça paraît un peu paradoxal parce qu'après tout, c'est peut-être pas là que se posent les plus gros problèmes en matière de soutenabilité, mais l'Europe a joué un rôle considérable dans la promotion du développement durable comme une voie de développement. Je note par ailleurs que c'est par exemple en Grande-Bretagne aujourd'hui, au Royaume-Uni, que le premier rapport un peu sérieux sur l'idée qu'on pourrait réfléchir à la prospérité sans croissance, comme en tout cas comme une perspective de long terme, apparaît dans le débat européen. Et c'est en Europe qu'on réfléchit aujourd'hui sur ce long terme. Et donc on a vécu cette année 2011-2012 comme une contradiction entre la pression pour aller à la gestion du court terme, de la crise, réduire les dépenses publiques, contracter au fond l'économie pour essayer de se désendetter, ce qui est une spirale que nous estimons, Pierre Jacquet et moi, tout à fait désastreuse, et en sacrifiant le long terme, en insultant l'avenir, si on peut dire, parce que l'idée de l'investissement dans la durabilité, c'est les infrastructures d'énergie, le transport, les bâtiments, ce qui pourrait créer des emplois et relancer la croissance de façon vertueuse, eh bien c'est mis de côté parce qu'on a les yeux fixés sur l'équilibre des comptes publics, même si bien sûr ils sont importants. Et la deuxième dimension, c'est que ce débat un peu crispé entre long terme, court terme, avec une priorité pour le court terme qui est présent dans le débat, domine le débat européen d'aujourd'hui malheureusement, eh bien ailleurs, je pense à la Chine, je pense à l'Inde, au Brésil ou en Afrique du Sud, les questions sont posées différemment. La Chine s'est positionnée sur cette transformation de son modèle de développement dans le long terme. Ça ne veut pas dire que les dégâts ne sont pas énormes aujourd'hui et que les émissions de gaz à effet de serre, par exemple chinoises, malheureusement n'augmentent pas très vite. Le Brésil est aujourd'hui face à une situation terrible de changement de son modèle, d'un modèle au fond d'une certaine manière moins risqué vers quelque chose où le pétrole, la rente fossile va occuper une énorme place dans l'économie. Et donc on est dans un basculement où beaucoup de pays regardent le long terme et l'Europe a les yeux fixés sur aujourd'hui, ce qui est aujourd'hui, je crois, un peu ce qu'on a perçu comme contradiction de cette année 2011. On ne peut pas évidemment ne pas parler de l'accident de Fukushima au Japon, qui a à la fois qui est une tragédie et qui a surtout réouvert un débat en Europe qui était au fond pas un débat commun, qui est celui de la perspective énergétique, de qu'est-ce qu'on fait, comment on produit l'énergie, quels risques on est capable d'accepter et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Fukushima nous rappelle que la question de l'énergie, elle est centrale dans l'économie. C'est une question politique majeure, ce n'est pas une question technique. C'est une question qui doit être discutée de façon transparente et démocratique. Ce qui s'est passé au Japon, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe aussi aujourd'hui en France, et j'espère encore davantage, c'est l'ouverture d'un débat sur ce que la société veut faire de son énergie, et qui est vraiment le sang dans la machine. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas un débat qui est réservé aux experts. Alors il y a deux grandes séries de raisons pour lesquelles nous avons décidé de consacrer ce rapport sur Regard sur la Terre 2012 à l'agriculture. La première, c'est que l'agriculture est au cœur des problématiques de développement durable. D'abord parce que c'est une activité qui était proche de la nature. Donc la protection de la nature et l'agriculture vont vraiment ensemble. Ensuite parce que l'agriculture fournit, au-delà de la production de produits agricoles et de produits alimentaires, qui est une des dimensions aussi du développement durable, puisqu'il s'agit de nourrir l'homme, elle fournit aussi beaucoup de services environnementaux, d'aménagement du territoire, d'aménagement des paysages, de préservation des sols, et donc c'est une activité qui est au cœur aussi des problématiques de développement durable. Et puis aussi parce que, et c'est la deuxième série de raisons, on vient de vivre des crises alimentaires qui ont eu des coûts considérables en termes humains, en termes économiques, en termes sociaux, et évidemment, comme
comme d'habitude, on a attendu la crise avant de se préoccuper des sujets de fond. Et donc l'idée aussi de ce rapport Regard sur la Terre, c'est de proposer des analyses de fond, de profiter de cette dynamique politique qui s'est malheureusement, pourrait-on dire, qui a attendu la crise, mais qui heureusement aujourd'hui existe, pour parler du thème de la sécurité alimentaire et essayer d'apporter à la fois des connaissances de fond et des réponses sur le moyen et long terme qui soient autre chose que des réponses à la crise et qui dépassent cette dimension de crise pour poser les vraies questions de fond sur le développement agricole. Il y a 4 grands sujets parmi d'autres, qui en ressortent. Il y a un premier sujet sur la production alimentaire elle-même, comment nourrir la planète, dans lequel nous montrons à la fois le besoin évidemment d'accroissement de la production dans plusieurs régions du monde, mais aussi le fait que cet accroissement de la production répond de façon inégale aux problèmes là où il se pose. Et donc derrière la production volumétrique, il y a des questions à la fois logistiques, de déplacement de la production pour qu'elle soit présente à l'endroit et au moment voulu pour nourrir les populations, que ce soit dans les situations de crise ou pas. Et puis il y a des questions économiques. Beaucoup de ménages pauvres ont du mal à se procurer les denrées alimentaires, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de se les procurer. Et donc tout ça pose la question à la fois du développement des revenus et puis du rôle des politiques sociales, de redistribution des revenus pour que les ménages aient accès à la production agricole. Donc ça c'est la première grande série de questions, nourrir la planète, et en quoi l'agriculture est aussi un vecteur de développement dans les pays pauvres et d'emploi. Donc avec toute la question des modalités de développement agricole pour qu'elles permettent de créer suffisamment d'emplois dans des pays dans lesquels la production démographique est en train de continuer à s'accroître très rapidement et dans lequel également l'essentiel de la population est rurale et donc il y a besoin de créer des emplois ruraux, au moins dans un premier temps du développement. La deuxième grande série de problèmes, c'est tout ce qui a trait à lien entre l'agriculture et l'environnement, l'agriculture durable. Donc j'ai déjà mentionné que l'agriculture était une activité proche de la nature. On est en train de redécouvrir l'aspect essentiel de préserver les sols pour ancrer le développement agricole et donc de trouver des méthodes de développement agricole qui permettent de faire cela. Donc c'est tout le sujet, évidemment, de la lutte contre la déforestation, mais aussi de la lutte contre l'érosion et de l'adoption de techniques agricoles qui vont être plus douces en termes de leur effet sur le capital naturel et qui vont s'inspirer de ce capital naturel pour gagner en productivité. Et il y a des expériences sur le terrain qui sont prometteuses et il faut continuer à développer ça. La troisième grande série de questions, c'est tout ce qui a trait au commerce international. Il y a besoin du commerce international pour assurer la sécurité alimentaire. Je crois que toutes les thèses qui poussent à l'autosuffisance repose sur des erreurs de raisonnement. Il faut promouvoir la production agricole là où c'est possible, mais il faut aussi veiller à développer le cadre de règles du commerce international de façon à ce que le commerce soit aussi l'un des éléments de la sécurité alimentaire en temps normal et en temps de crise. Ça n'a pas été le cas dans la crise récente et donc il y a beaucoup de travail à faire pour consolider ces règles. Et puis le dernier type de sujet, et qui est peut-être le plus important de tous, c'est l'importance des politiques publiques. Nous avons besoin d'élaborer des politiques agricoles cohérentes. Les pays en développement en ont au moins autant besoin que les pays riches, et les pays riches ont des politiques agricoles depuis longtemps, puisqu'on parle de la réforme de ces politiques, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe avec la réforme de la politique agricole commune. Il y a besoin aussi de donner un espace pour que les pays en développement élaborent leur propre politique publique dans le domaine de l'agriculture et développent des politiques de sécurité alimentaire qui soient les leurs.